Bonjour et bienvenue pour cette 161e émission, c'est la rentrée. Je suis ravi de vous retrouver après ce petit congé estival. Alors le décor reste le même, le t-shirt est nouveau. En revanche, ce qui est également nouveau, c'est bien entendu le format, puisqu'on a décidé de ne plus se mettre de barrière et de s'arrêter à 15 minutes comme nous le faisions avant. Et nous avons testé ce modèle avant les vacances et ça vous a bien plu. Donc vous en redemandez et donc je vous en offre. Alors, grosse actualité en cette rentrée. Je vais vous parler des premiers titres sortis, et puisqu'il y en a déjà quelques-uns, et je sens qu'on va avoir une très grosse année, donc va falloir s'accrocher. Alors, l'actualité immédiate, c'est bien sûr, et vous le savez, Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, le film est sorti le 1er août aux États-Unis, il est sorti 2 semaines après en France, je crois le 13 exactement. Et c'est un phénomène incroyable, il en est à 270 millions de dollars aux États-Unis, plus de 500 millions, 547 millions dans le monde, quasiment 2 millions d'entrées en France. C'est une formidable réussite, je crois que vous l'avez vu et vous l'avez aimé. C'est drôle, c'est fun, c'est bourré d'action, c'est incroyablement maîtrisé, incroyablement référencé, la musique est bonne, Rocket Raccoon est un personnage attachant, Groot absolument génial, Star-Lord est drôle et génial. Enfin voilà, bravo à James Gunn pour ce film, j'en ai parlé sur Comics Place et je pense que vous avez lu ma chronique. Voilà, et donc il y a beaucoup de sorties autour des Gardiens de la Galaxie. Il y a une intégrale que j'ai pas achetée parce que moi ces épisodes des années 60 ça m'intéresse pas trop, enfin si, ça m'intéresse graphiquement, mais je sais que l'histoire ne me plaira pas. Il y a eu, on en a parlé, hop, il est là. Il est où? Il est pas là. Je l'ai laissé en haut. Il y a eu les Gardiens de la Galaxie de Bendis, bien entendu, et il y a eu ça. Donc les Gardiens. Alors en fait, voilà. Donc Marvel, sachant qu'il y avait un film, avait demandé à Michael Bendis, avec des stars comme Sarah Pikeli et Steve McNiven, de lancer une nouvelle série avec les personnages du film, donc Star-Lord, Groot, Gamora, Drax, etc. et Iron Man, pour faire le pont avec le Marvel Universe. Mais les Gardiens de la Galaxie existent depuis, dans leur forme à peu près actuelle, parce qu'il y a eu plein d'équipes en fait différentes depuis 1969, depuis à peu près 2008, avec les sagas Annihilation Conquest, les War of King et la série les Gardiens de la Galaxie qui est là. Donc ça c'est un mini deluxe. Alors il faut savoir que Panini n'arrête pas de nous faire des mini deluxe en ce moment. Avant on avait des gros deluxe comme les États-Unis qui avaient entre 10 et 12 épisodes, et maintenant on a des mini deluxe qui font entre 4 et 6 épisodes. Et je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi on avait ces mini deluxe, cette espèce de format. Tout simplement parce que c'est la crise, ma bonne dame, et que beaucoup de gens vu le nombre de sorties, vu que les budgets ne sont pas extensibles, beaucoup de gens font l'impasse sur des albums à 28 ou 30 euros. Et donc du coup, en faisant des mini deluxe, et en les coupant en deux, on fait des albums à 15. Donc en fait, vous dépensez 2 fois plus d'argent sans vous en rendre compte. Enfin, pas 2 fois plus. Vous dépensez la même chose, mais en 2 fois. Donc voilà, donc c'est un nouveau format. Moi j'aime bien le format deluxe, donc je ne suis pas contre. Mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir, puisque je crois qu'il y a à peu près une petite trentaine d'épisodes des Gardiens de la Galaxie sous l'ère Dan Abnett, Andy Lanning et Paul Pelletier. On va en parler. Il y a une trentaine d'épisodes, donc ils auraient pu faire 2 beaux deluxe, mais bon, voilà. Panini, ils aiment bien couper un petit morceau, ils aiment bien hacher nos séries. Donc ça, c'est sorti avant le film, hein, c'est sorti début août, et je l'ai lu ce week-end, à mon retour de congé. Alors en fait, j'ai une vraie interrogation à poser, puisque comme je viens d'en parler, j'ai beaucoup aimé ce film. En revanche, je ne comprends pas l'intérêt finalement de sortir les Gardiens de la Galaxie de 1969, et ça, si ce n'est pour finalement un peu tromper le client. C'est-à-dire que déjà les Gardiens de la Galaxie de 1969 n'ont rien à voir avec l'équipe d'aujourd'hui. Et en plus, graphiquement, c'est un autre univers. Moi j'aime beaucoup, je vous l'ai dit, mais c'est pas un truc que je lis tous les jours et que je relis et je me dis, ouais, c'est génial. Donc typiquement si vous achetez ces Gardiens de la Galaxie, vous risquez d'être déçu si vous avez aimé le film. Et j'ai lu ça. J'ai lu ça et je voulais l'aimer. Je me suis dit ouais c'est génial, j'ai adoré le film, je vais en lire plus. J'ai fait comme tout le monde, ça m'a coûté 15 euros. Déjà on se retrouve dans une équipe différente puisque il y a Warlock, il y a Khazar. Khazar est une femme maintenant, j'ai découvert ça. Groot a été un peu abîmé, donc c'est juste une plante, donc on le voit pas beaucoup. Et on a cette saga donc qui raconte des histoires. Bon, peu importe l'histoire finalement. L'histoire c'est contre
Alors ça se passe pendant Secret Invasion, hein, donc il y a forcément des Skrulls. Hein, hop, j'ai spoilé en disant ça. C'est pas grave. Et puis il y a il y a une espèce de groupe qui puise sa force de la foi des gens. Donc voilà, c'est eux les méchants. Peu importe l'histoire, alors on dit que on prête à Andy Lanning et Dan Abnett, on leur prête des vertus scénaristiques incroyables, disant qu'ils ont tout créé, que c'est génial. Moi j'ai lu ça avec l'envie d'aimer, hein, comme dirait l'autre. Et j'ai été hyper déçu. Parce que la première chose, c'est que si vous lisez peu de comics, et moi j'en lis beaucoup, déjà si vous lisez peu de comics, c'est imbitable. C'est-à-dire que impossible d'entrer dans l'histoire. C'est-à-dire que je me suis forcé à le lire, parce que je voulais venir à bout. Et tout au long des 6 épisodes, et finalement heureusement qu'il n'y en a pas 12, je me suis vraiment forcé à lire ce truc. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à entrer dans l'histoire, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on lit et on ne comprend pas ce qui se passe. Ce n'est pas clair. Le dessin n'aide pas, parce que Paul Pelletier, qui maintenant est un artiste vraiment incroyable, ce qu'il fait sur Aquaman, c'est vraiment formidable. Il oscille entre le très bon et le moyen. Il y a des très bonnes pages, comme celle que je viens de vous montrer, mais les scènes d'action, les machins, de temps en temps on dirait du Alan Davis d'il y a quelques années, comme là, ou du Brian Hitch au début, quand il ressemblait à Alan Davis, et de temps en temps on dirait du Ron Lim, quoi. Et donc c'est un peu tristoun, graphiquement, ça manque, bon ça va en s'améliorant d'épisode en épisode, donc c'est quand même la bonne nouvelle, et c'est surtout que j'ai eu l'impression de ne pas comprendre ce que je lisais, quoi. Et pourtant je lis beaucoup de comics et je suis pas bête, quoi. Et voilà, j'ai pas pris de plaisir à lire ça. Et je me mets à la place d'un kid, d'un ado, d'un jeune homme qui a adoré les Gardiens de la Galaxie au cinéma, qui va dans sa librairie, parce qu'il sait que c'est des comics, il sait que c'est l'univers de Spider-Man, des Avengers, d'Iron Man, des Captain America et tout ça, il le sait. Et bien, il trouve ça, parce que c'est mis en avant sur les tables, il l'achète, il le lit, et là, je pense que vous le dégoûtez à vie des comics, quoi. Enfin, je veux dire, dites-moi ce que vous en avez pensé, et pourquoi, parce que moi, j'ai vraiment pas accroché, et j'ai trouvé ça un petit peu pénible, finalement, et je me suis dit, mais merde, quoi, parce que, finalement, plutôt que sortir ça, alors donc je pensais l'avoir sous la main mais je ne l'ai pas et je m'en excuse. Je vous ai déjà parlé dans la collection Marvel Now des nouveaux épisodes donc des Gardiens de la Galaxie avec la même équipe que dans le film, exactement la même équipe, par Bendis, McNiven et puis Kelly. Il y a ce premier tome qui est sorti donc il y a quelques semaines maintenant, avant l'été, et qui était formidable. Pourquoi Panini n'a pas sorti le tome 2 pour le film? Voilà, on aurait eu 2 tomes ou à la limite un beau volume, enfin quelque chose de classieux, parce que c'est ça l'avenir, c'est pas ça. Voilà, donc j'aurais préféré avoir 2 tomes de la collection Marvel Now, d'autant que on connaît le programme, le line-up de Panini jusqu'à la fin de l'année et que on sait qu'il n'y aura pas de tome 2 en 2014, ça veut dire qu'on aura le tome 2 en 2015. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il va falloir accélérer le rythme, hein, les gars. Alors, je sais que les lecteurs français, c'est un public restreint et que vous ne pouvez pas tout acheter, mais si on prend un retard, si on accumule un retard, vous allez perdre tout le monde en route. Donc, éditez très vite ce tome 2 des Gardiens de la Galaxie par Bendis parce que c'est bien meilleur que ça. Et c'est surtout que si vous avez aimé le film, lisez l'autre, et j'aurais aimé l'avoir sous la main pour vous le montrer. Voilà, tout simplement. Je viens de faire 8 minutes sur les Gardiens de la Galaxie, c'est pas fini parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Cette émission va être très longue, j'ai l'impression, mais c'est la rentrée, et vous le valez bien. Alors, chez Marvel Universe, en kiosque, c'est le numéro 6, et je vous l'ai conseillé, et je suis ravi parce que j'ai failli m'acheter en VO, et finalement j'ai attendu la VF en kiosque, et voilà, ça c'est les Gardiens de la Galaxie. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite pub à l'intérieur? Je me souviens plus pour l'autre. Peu importe. En fait, donc j'ai acheté ça. Pourquoi? Parce que ce sont les. Alors, Rocket Raccoon est un des personnages avec Star-Lord et Groot qui a explosé grâce aux Gardiens de la Galaxie, le film. Et donc, ça c'est ressorti. En fait, il y a très très peu d'épisodes finalement des Gardiens de la Galaxie, de Groot, de Rocket Raccoon. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a moins de 100 épisodes en 30 ans, vous voyez, en 75 ans de Marvel, on pourrait dire. Et donc Marvel Universe, ça reprend la mini-série qui a créé Rocket Raccoon. Et l'avantage, c'est que c'est fait par un mec qui s'appelle Bill Mantlo, qui est très malade aujourd'hui, mais qui a quand même créé Rocket Raccoon. Et c'est dessiné par un certain Mike Mignola. Et donc si vous avez lu Hellboy, vous connaissez. Donc là, on reconnaît bien le style sur la couverture, qui est magnifique, qui est récente d'ailleurs. On reconnaît très très bien le style
de Mike Mignola. Mais à l'intérieur, c'est du Mike Mignola de 1984. Hein. Faut pas oublier que c'était un de ses premiers boulots. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc du coup, c'est sympa à avoir et à posséder pour le caractère old school sympa, c'est rigolo. Mais bon, ah voilà. Par contre, ça a super vieilli et l'histoire, je trouve, est vraiment, enfin, voilà, ça se lit, bon, faut se forcer aussi un peu à le lire. C'est pas formidable. Mais voilà, je suis content de l'avoir parce que j'ai failli dépenser 20 € ou 20 $ pour l'avoir en hardcover aux États-Unis. Et finalement, je suis bien content de l'avoir pour 5,50 € en kiosque. Et merci Panini de nous faire des kiosques. Comme ça nous permet de satisfaire un avis de fan sans se ruiner. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'est assez complémentaire. Les Gardiens de la Galaxie et la série sur Rocket Raccoon, avec à la fin un épisode sur Rocket Raccoon et Groot, un truc un petit peu plus récent avec un dessin un petit peu plus moderne. Et le dessin plus moderne est signé, je vous le donne en mille, donc c'est toujours Dan Abnett et Andy Lanning, c'est Timothy Green numéro 2 qui dessine. Voilà, si vous avez aimé les Gardiens de la Galaxie, donc Groot et Rocket Raccoon, je vous conseille le dernier numéro de Comic Box sorti pendant les vacances, le numéro 90. C'est les Gardiens de la Galaxie qui sont en vedette comme le numéro précédent, avec Star-Lord version Nick Bradshaw qui est un des nouveaux dessinateurs de la série Gardiens de la Galaxie aux États-Unis. Vous savez que là, il y a 2 séries qui cartonnent actuellement aux États-Unis, donc il y a les Gardiens de la Galaxie bien entendu, mais il y a des séries sur certains personnages. La série sur Rocket Raccoon par Scotty Young qui est un succès, plus de 300 000 exemplaires pour le numéro 1, et la série Star-Lord dessinée par Paco Medina et c'est scénarisé par Sam Humphries. Voilà pour ce qui est de nos amis de Panini et des Gardiens de la Galaxie. On va essayer d'avancer un petit peu. Alors j'avais eu un vrai coup de cœur et ça je l'ai là, donc je vais pouvoir vous le montrer. Il est là, vous voyez, hop, c'est très facile, il suffit de se retourner. J'avais même gardé le sticker, vous voyez, j'avais adoré ça quand c'est sorti chez Delcourt, c'est la série Clone. Alors je l'avais d'abord, voilà, j'ai fait comme tout le monde, je l'ai acheté parce que c'était par le dessinateur de Black Summer, Juan José Rip, hein, que vous connaissez, et j'ai découvert une série feuilletonnante d'une qualité incroyable, d'abord excellemment bien dessinée par Rip, et surtout une série. Alors voilà, le tome 2 est sorti, donc tome 1, tome 2, tadam, ils sont superbes, donc c'est un peu le coup de cœur de la semaine, on peut le dire, puisque je l'ai dévoré. Ça fait partie de ces comics qu'on dévore. Alors c'est pas du super-héros, c'est une histoire de clone. C'est un mec qui a une vie normale, il va avoir un bébé avec sa femme et il se rend compte qu'il n'est pas tout seul et qu'on cherche à l'abattre. Et il se rend compte qu'il y en a 100 comme lui, ils ont été clonés. Et il y a des clones de première génération, qu'on découvre dans le premier tome, et des clones de deuxième génération. Et plus on avance, plus c'est bourrin, plus c'est violent, et puis bah, c'est une lutte pour exister, quoi. Donc c'est absolument génial. C'est des gens qui ont travaillé... alors c'est créé par David Schulner, qui a travaillé sur la série Desperate Housewives. C'est sous le label Skybound, le label de Robert Kirkman, donc qui non seulement fait des comics, mais en plus développe des comics pour la télé. Donc la série Walking Dead, la nouvelle série de Kirkman qui s'appelle Outcast. Et donc il fait appel à des scénaristes de comics. Et en fait on a appris cette semaine, je n'ai pas relayé encore l'info sur Comics Place faute de temps, mais que la série s'arrête au numéro 20. Donc là vous avez les 10 premiers, donc c'est-à-dire qu'il y aura encore 2 tomes, et que la série arrivera à sa fin, elle ne va pas se terminer en queue de boudin. Il y aura un début, une histoire, un début, un milieu, une fin. Et ça s'arrête parce qu'elle coûte cher à produire, parce que pour le moment elle n'est pas rentable en termes de vente au numéro, parce que ça marche un petit peu aux États-Unis, mais pas non plus la folie. Et cette série devait trouver preneur sur un network américain, sur une chaîne, et elle n'a pas trouvé preneur. Donc faute de clients, au bout de 20 numéros, elle s'arrête parce qu'ils ne peuvent plus payer des scénaristes d'Hollywood à écrire une série comme ça. Donc ça devait servir de pitch pour la série, de pilote, et en fait ils n'arrivent pas à budgéter la série, de faire en sorte qu'elle rentre dans le budget d'une série du câble. Donc voilà. Mais voilà. La série télé n'existera pas, mais la série comics existe et il faut vraiment le tenter, parce que moi je trouve que c'est une excellente série. J'ai adoré, j'ai lu ça pas plus tard que cet après-midi et j'ai vraiment adoré. Ça va à 100 à l'heure. Et si vous voulez en avoir pour votre argent, vous êtes sûr de passer un bon moment. Voilà. Donc la série Clone, c'est vraiment le coup de cœur de Comics Place cette semaine. Voilà. Alors, chez Delcourt, rapidement, on va faire quelques titres rapidement. À noter également la sortie de Razzle chez Delcourt. Razzle, c'est la nouvelle série de Jeff Smith. Jeff Smith, c'est le papa de Bone. Bone, c'est marqué là, vous le voyez. Cette série est d'abord sortie donc chez Cartoon Book, la maison d'édition
de Jeff Smith en indépendant en noir et blanc. Et moi j'avais acheté le premier tome à l'époque que j'ai quelque part, j'ai revendu, je ne sais pas, et j'avais pas du tout accroché. Et parce que j'avais trouvé ça très malsain en noir et blanc. Et au passage à la couleur, la série a gagné en luminosité. Ça paraît logique, mais ça va mieux en le disant. Et je trouve que du coup ça se lit un petit peu mieux. Et donc voilà, donc c'est une série à qui je donne une seconde chance, Razzle de Jeff Smith. Et puis voilà, donc je vous invite, si vous avez aimé l'univers de Jeff Smith, pardon, et si c'est un auteur que vous voulez suivre, eh bien je pense que regardez ça. Rapidement, chez Ankama, deux sorties. La première, c'est la couverture est très belle, de Son of Anarchy, donc adapté de la série télé. On parle beaucoup de séries télé aujourd'hui. Une série Boom Studio, adaptée au label 619 d'Ankama. Donc c'est voilà, c'est une extension de l'univers de la série Son of Anarchy que vous connaissez certainement. Voilà, très très bel album chez Ankama, et une nouvelle tentative, bon, qui est sympathique, mais à quoi bon finalement dans ce monde de l'Intrépide. L'Intrépide, c'est un French Comics de 96 pages d'action, comme c'est marqué derrière, dans un style pas tout à fait comme du comics, mais un petit peu comme enfin entre le comics et le manga, comme souvent, dans un style assez épuré. Voilà, donc c'est une tentative de faire du super-héros, mais on navigue entre la parodie et le sérieux, donc on ne comprend pas très bien l'intérêt de ça. Voilà, donc j'en parle parce que ça existe, mais à vous de vous faire un avis sur l'Intrépide, parce que j'ai l'impression que ce genre de tentatives ont déjà été faites, plusieurs fois. J'ai du mal à parler, mais bon, voilà. Ça existe. Alors ça c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ça c'est la lecture VO du moment. On va parler un tout petit peu de VO. Ça c'est la sortie VO du moment. C'est Seconds. Alors ça vous le trouverez pour le moment en import sur les sites et dans les boutiques. Ça s'appelle Seconds de Brian Lee O'Malley. Brian Lee O'Malley, c'est le dessinateur, le créateur, le papa de Scott Pilgrim. Donc il a passé 2 ou 3 ans. Je vous montre la couverture sans la jaquette. Il a passé 2-3 ans à écrire un graphic novel original. Donc c'est un one shot. Il n'y en aura pas 2. Pour le moment en tout cas je crois. Sur une jeune femme que voilà, qui est chef d'un restaurant qui s'appelle Seconds, qui a été donc elle avait créé avec des amis, et finalement elle décide de voler de ses propres ailes, d'ouvrir son propre resto avec une cuisine encore plus exigeante, en sachant qu'elle est aujourd'hui considérée comme la meilleure cuisinière de la ville, et en fait elle va dans ce process d'ouvrir un nouveau restaurant, donc faire plein de rencontres bien entendu, et surtout comme souvent avec Brian Lee O'Malley, ça se passe dans le monde réel, mais il y a une part de magie, mystique, fantastique, ce que vous voulez. Et donc du coup on va se retrouver elle va avoir une espèce de pouvoir. Moi j'avais très peur de lire, après ce chef d'œuvre qu'est Scott Pilgrim, j'avais très peur de lire autre chose par Brian Lee O'Malley, et j'ai été séduit parce que l'écriture est vraiment fun, c'est vraiment très bon, le dessin est mignon, c'est vraiment cute, c'est vraiment très chouette, c'est en couleur directement. Vous savez que Scott Pilgrim est d'abord sorti en noir et blanc et a été colorisé par la suite, et ça arrive en France d'ailleurs chez Milady. Et ce n'est pas Milady qui va sortir Seconds, puisque ça sortira chez Dargo, et je crois que ça devait sortir à la fin de l'année, mais que ça a été avancé, et que ça sort je crois au mois d'octobre, et donc je vous en reparlerai à sa sortie. Et en tout cas c'est vraiment très bien. C'est un vrai coup de cœur, et je voulais vraiment vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose de super chouette. Donc voilà, donc Seconds, ça va s'appeler Seconds en français aussi, ils vont pas le traduire, mais c'est très bien, c'est très chouette, et faire un beau bouquin comme ça, un truc de 200 pages d'un coup d'un seul. Alors il faut savoir qu'il s'est fait aider aussi, hein. C'est-à-dire que avant il dessinait
Avant il dessinait tout, maintenant il a quelqu'un pour les couleurs bien entendu, et puis il a quelqu'un pour les décors. Donc les décors ne sont pas de lui, il a dessiné que les personnages. Voilà. Un petit peu comme dans Cerebus finalement, où c'est pas lui qui fait les décors, mais c'est Gerhardt, hein, c'est pas Dave Sim qui fait les décors. Alors on termine par quelque chose dont je vous ai parlé dans une Pocket émission, mais vous regardez pas les Pocket émissions, et ça j'en ai marre, parce que je l'ai fait, donc faut les regarder. On est à 2500 vues sur chaque émission, et on stagne à 400, 600 sur les Pocket émissions. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi pourquoi ça vous plaît pas. Parce que je suis pas là, c'est ça, vous avez besoin de me voir, ça vous rassure? Vous n'aimez pas entendre juste le son de ma voix, vous voulez me voir, vous voulez me toucher peut-être. Donc voilà, et alors moi vous savez je suis très fan d'un univers, je vous en ai déjà parlé, c'est l'univers de Zenescope. Alors au départ, le point d'entrée très facile c'est les couvertures, et je vous ai parlé notamment de ce artbook qui était sorti, qui est le The Art of Zenescope, un magnifique artbook très cher, vendu quasiment qu'aux États-Unis. Je vous ai parlé également de, hop, je vous le montre. Hop, on va pouvoir les comparer. Je vous ai parlé de Grimm Fairy Tale Omnibus volume 1, qui est d'ailleurs plus gros, j'ai du mal à le porter. Ah oui, il est carrément plus gros, il fait 2 fois plus gros même. Et hop, ça c'est Wonderland Omnibus. Wonderland c'est l'autre série. Alors Grimm Fairy Tale c'est un peu la série, c'est la série qui a tout lancé. Je l'ai abîmé, génial. C'est la série qui a tout lancé chez... Il y a 101 numéros aux États-Unis, le deuxième Omnibus sera à la fin de l'année. Là-dedans il y a 50 numéros. Et ça c'est un petit peu, ils ont décidé de faire une Blanche-Neige un peu sexy, dans une histoire un peu folle. Et bon, les premiers épisodes étaient un peu balbutiants, et puis l'univers a commencé à s'étoffer, donc c'est devenu un petit peu plus intéressant. Et puis graphiquement, il y a des dessinateurs qui sont devenus de plus en plus bons. Et en parallèle à ça, Zenescope a développé d'autres contes, comme Alice au Pays des Merveilles par exemple. Et donc ça a donné Wonderland. Regardez, la couverture est signée J. Scott Campbell, vous l'aurez reconnu. Et donc c'est un comics donc qui part de Alice au Pays des Merveilles, vous l'aurez compris, du monde d'Alice au Pays des Merveilles. Ce n'est pas une série continue, c'est une succession de mini-séries. Donc il y a Escape from Wonderland, Beyond Wonderland, Return to Wonderland, et il y a les Tales of Wonderland. Alors ce qu'il faut retenir, la première chose, donc c'est que c'est beaucoup plus maîtrisé dès le début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les... ils avaient déjà plus de moyens, donc c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde de voir qu'ils savaient produire une bande dessinée. Deuxièmement, il y a des meilleurs dessinateurs, puisqu'ils ont pu avoir des dessinateurs qui n'étaient pas connus, mais qu'ils sont devenus plus tard. Al Rio, Al Rio était déjà connu quand il a fait du Zenescope, mais Al Rio, il y a eu du Mike de Balfo qui fait des pages là-dedans, Mike de Balfo, merveilleux. Il y a Nairo Fino qui fait des pages, qui fait les couleurs également. C'est vraiment superbe, et je trouve que le dessin est vraiment très chouette, donc c'est beaucoup mieux produit si vous voulez. Si bien que cette série aux États-Unis a fait l'objet, donc comme je vous l'ai dit, plusieurs mini-séries, et maintenant d'une mini-série. Alors il y a eu un crossover entre Grimm Fairy Tale et Zenescope et Wonderland. Et il y a également la chose à ne pas rater, donc c'est la série régulière qui a commencé, je crois qu'on en est au numéro 25 aux États-Unis, donc c'est de l'inédit total en France. Mais ce sont des épisodes, donc il y a une série régulière, donc ça veut dire qu'on aura une suite, parce que la série régulière n'est pas là-dedans, ça veut dire qu'on aura un second omnibus. Donc voilà, donc c'est des séries vraiment à découvrir en omnibus, parce que sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué de choper les numéros. Mais là au moins, d'autant que ça vaut 70 $ aux États-Unis. Moi je l'ai payé 37 en pré-vente sur Book Depository. Vous le trouverez aux alentours de 46-47 aujourd'hui sur les sites, ce qui reste à bon prix, parce que ça vous fait la page à 4 centimes. Celui-là était à combien? Il était à 60 $. À l'époque, ils étaient pas chers. Ça, ils ont un peu augmenté leur prix. Celui-là, il y a un peu plus de pages. Celui-là fait 900 pages et celui-là en fait